comprendre la colère des mondes paysans. Il est indéniable qu'un des grands faits de ce début d'année 2024 et de la fin des années 2023, mais qui n'a pas été couvert par les médias parce que malheureusement nos médias occidentaux, je parle, ne traitent pas ces sujets-là par méconnaissance et parce que c'est des putains de citadins de ces morts, c'est la colère du monde paysan en Europe. Alors, pour comprendre cette colère, il faut déjà interroger l'histoire, comme toujours. Premièrement, il faut savoir que pendant très longtemps, le modèle agricole européen a été un modèle, surtout en France, un modèle de la petite paysannerie. Ce système-là s'est mis en place dès le début de la féodalité, c'est-à-dire au Xe siècle de notre ère. Avant, on avait des grands domaines agricoles, les grands domaines agricoles de l'époque romaine, qui avaient déjà pris un coup dans la gueule sous les mérovingiens, mais voilà. Donc, ces modèles agricoles se sont retrouvés affaiblis à partir de 1945, pour plusieurs raisons. Déjà, une raison démographique. Depuis 1931, la France est un pays à majorité urbaine. Et c'est le cas pour toute l'Europe qui s'est énormément urbanisée sur la période 1850-1950. Ce qui a amené à un manque de personnel par l'exode rural. Donc, plein de petites exploitations agricoles, parce que c'était ça, des petites exploitations agricoles, ont été coulées parce qu'il n'y avait personne pour les reprendre. Deuxièmement, il y a une révolution mécanique et agraire qui est rendue obligatoire par deux phénomènes sous-jacents qui sont la mécanisation et la technicisation de l'agriculture, avec les prêts, avec la mécanisation qui s'est vraiment accélérée dans les années 50, et une réduction du nombre de parcelles agricoles. Et oui, là où on avait des putains de champs de betteraves, on a des banlieues. Et oui, par exemple, on prend une ville comme Dijon, Dijon, c'était des champs à la sortie de Dijon. Et bien ces champs ont été repris et hop, on en a fait les grésilles. Vous comprenez? Et le mouvement se continue à s'accélérer, parce que dès que la ville s'est agrandie, elle s'agrandit sur des terres agricoles. Donc, et le troisième phénomène est une volonté politique. La communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne, elle deviendra l'Union européenne en 1992, a décidé une américanisation sous les canons et les standards du plan Marshall de l'agriculture. C'est quoi l'américanisation de l'agriculture? Des putains de champs ouverts, des open fields, alors qu'on avait beaucoup de bocage, beaucoup de pâturage, des cultures de masse, mécanisées, qui avaient produit. Le problème c'est que pour faire ça, il faut regrouper des exploitations agricoles. Ça tombe bien parce qu'on manque d'agriculteurs, donc au lieu d'avoir 5 agriculteurs, on n'en a plus qu'un. Ça compense les 4 autres qui se sont barrés en ville ou qui sont devenus ouvriers. Il faut faire énormément de crédits d'investissement et on fait tenir ce système par des aides politiques, aides financières, la PAC, et deuxièmement, on les fait tenir par la grande distribution, parce que les années 60, c'est la loi Faucinet qui permet aux agriculteurs de déverser à des prix avantageux leurs produits dans les grandes surfaces naissantes, Leclerc, Carrefour, Intermarché. Le problème c'est que ce système s'est grippé. Déjà, premièrement, les grands distributeurs ils ont décidé d'enculer les agriculteurs. Bah oui, hein, tu produis beaucoup donc on va baisser les prix. Ça ne sert à rien de te payer aussi cher. Deuxième point, et pas des moindres, la PAC est devenue désavantageuse pour la France de par l'expansion européenne, de par l'apparition de nouveaux pays membres qui sont des grandes puissances agricoles, notamment l'Espagne et l'Europe de l'Est. Et puis de 3, cette mécanisation a toujours été une fuite en avant. T'as remboursé ton tracteur, pouf, c'est fini, ton tracteur est déjà has-been, il faut racheter un nouveau tracteur. Pouf, t'as fini de financer du matos, pouf, il est has-been, il faut racheter du matériel. Donc c'est une course en avant, avec une dégringolade toujours plus massive des cours des matières premières, de par déjà l'extension européenne, mais aussi la mondialisation. Et mondialisation qui fait mal au cul, hein, parce que tu peux te retrouver en concurrence avec des produits qui ne respectent pas les normes que toi tu dois respecter, que ça te coûte une couille pour être aux normes. Et donc tout ça aboutit à un ras-le-bol, tout ça aboutit à que aujourd'hui les agriculteurs sont payés
2 à 3 fois moins que le SMIC. Ça aboutit à des suicides, ça aboutit à des fermetures d'exploitation. Ça aboutit que la France, qui avait son autonomie agricole, ne l'a plus. Ça aboutit que la France n'est plus capable de produire la nourriture pour elle et qu'elle est dépendante des autres. Ça aboutit à un monde agricole malade. Et le problème, c'est que sans la paysannerie, tu n'as pas d'aménagement du territoire, tu n'as pas de contrôle de l'hygiène de ce que tu bouffes. Et sans la paysannerie, tu n'as pas ce rapport avec la nature qui est essentiel. La paysannerie a été et a toujours été la mamelle de la France. Et malheureusement, un pays ne peut pas acheter de lait en poudre. Aujourd'hui, on va démonter à la sulfateuse le mythe du « Oh mon Dieu, ils sont tous contre moi » ou « Le système est contre moi ». Bon, déjà, on va mettre les pieds dans le plat. Faut pas oublier que les interactions avec les gens, c'est toi contre les autres dans un espace avec des règles définies. C'est un peu comme au foot. Toi, tu es l'équipe A, les autres sont l'équipe B. Le terrain de foot, c'est l'environnement avec ses limites et tout ça. Et les règles, c'est les règles du foot. Et donc voilà, il faut déjà se dire ça. Autre élément, si ça ne va pas à un endroit, si ça ne va toujours pas dans un deuxième endroit, si ça ne va toujours pas dans un troisième endroit, il faut te poser la question de ta responsabilité. Dans ces échecs, d'analyser ces derniers et de comprendre qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qui n'a pas merdé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal, est-ce que sur des fautes volontaires, c'est-à-dire que tu as commis des erreurs, est-ce qu'on t'a poussé à faire ces erreurs, est-ce que tu as été mal aiguillonné, mal entouré, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là déjà à se poser, question de sa responsabilité propre. Deuxièmement, c'est les codes de l'espace. Tu es. Oui, tu peux avoir raison. Oui, tes idées peuvent être justes. Problème, dans certains endroits, ce qui peut sembler juste et bon à un endroit A ne l'est pas dans un endroit B. C'est pas pour autant que l'endroit B est contre toi. Je prends un exemple. Oui, j'ai raison de défendre la lutte anti-impérialiste, j'ai raison de défendre l'intégration, j'ai raison de vouloir m'intégrer dans la société où j'ai immigré, moi au Togo. Oui, ça j'ai raison, ces valeurs-là sont très bonnes. Primo, l'intégration n'existe pas en Afrique. Nous sommes dans des sociétés fortement ethniques, marquées déjà par la barrière de la langue. Quand des Kabyliens sont ensemble, ils ne parlent pas français, ils parlent leur langue, ce qui exclut les autres de l'interaction. Oui, j'ai raison de défendre certaines valeurs, mais ces valeurs ne sont pas partagées par les élites, donc celles qui font les normes. Ces valeurs ne sont pas partagées par la majorité de la population qui n'est pas informée. Et c'est bien beau, mais est-ce que c'est à moi de me mêler de ces affaires-là? Tu vois un peu? Donc voilà, il y a toujours la question de la règle et de l'environnement. Il est vrai que tu peux défendre des choses qui sont justes, des choses qui sont bonnes, mais le monde n'est pas prêt. Et ouais. Peut-être que la 5e symphonie de Beethoven, tu la joues 30 ans plus tôt, les gens ils te disent « Waouh, c'est un tas de merde ton truc !» C'est pas pour autant que le monde est contre Beethoven, contre la 5e symphonie. C'est juste que le monde n'est pas prêt. Le système n'est pas foncièrement contre toi. Ce qu'on appellerait le système, c'est une expression un peu générique, on pourrait définir le système comme l'ensemble des valeurs, des rapports de domination, enfin les règles du jeu quoi. Non, les règles du jeu ne sont pas contre toi. Ah non, ils ne sont pas contre toi malheureusement. Le système n'en a rien à foutre de toi. Tu n'es qu'une miette, une molécule, un grain de sable dans le désert. On n'en a rien à foutre de toi. Tu peux vivre, tu peux crever, tu peux brailler, tu n'atteindras jamais la puissance économique d'un Jeff Bezos, d'un Mark Zuckerberg ou de n'importe quel richou qui tient l'économie mondiale. Tu peux bouger les bras tant que tu veux, tu n'auras jamais le pouvoir politique des principaux dirigeants. Ne serait-ce qu'un gramme du pouvoir. Tu n'es rien. Tu ne déranges personne, tout le monde s'en fout de toi.
Le système actuel, c'est le capitalisme ultralibéral. Une compétition géante. Une sorte d'énorme Hunger Game. Où t'es là, toi, comme un con. Un jour de foire. Et j'ai pas peur de le dire. Comme un con, un jour de foire. À juste devoir survivre avec ton cul. À essayer de consommer comme un connard. Et à essayer de gagner le plus de fric possible. Et essayer de survivre. Voilà. T'as la foire à la consommation. Et puis voilà. Donc voilà, non, le système n'est pas contre toi. Il y a des gens qui peuvent ne pas t'apprécier. Ouais, il y a des gens qui vont te nuire volontairement. Pour leur petit plaisir, pour leur intérêt. Et de là à penser qu'un groupe de personnes influents avec du pouvoir et que tu déranges, désolé de te le dire, malheureusement, nous ne sommes qu'une petite étoile dans la galaxie. Et certaines étoiles brillent bien peu.